Europe. Le journal de 8h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Un pas en avant majeur, voilà les mots de Volodymyr Zelensky à l'issue de la réunion qui s'est tenue hier soir à la Maison-Blanche. Réunion qui a débouché sur la promesse d'un tête-à-tête avec son homologue russe d'ici 2 semaines. Si le lieu n'a pas encore été déterminé, cette rencontre permettrait de confronter les exigences des 2 pays, notamment celle de Moscou, qui veut récupérer des territoires ukrainiens. Écoutez Volodymyr Zelensky. La Russie a proposé d'abord une réunion bilatérale entre l'Ukraine et la Russie, puis une réunion trilatérale. Nous sommes prêts à accepter n'importe quelle forme de rencontre au niveau des dirigeants, car c'est seulement à ce niveau que nous pourrons résoudre toutes ces questions complexes et douloureuses. Par conséquent, j'ai confirmé, et tous les dirigeants européens m'ont soutenu, que nous sommes prêts à une rencontre bilatérale. Le président ukrainien qui peut en effet compter sur le soutien des dirigeants européens. Une demi-douzaine d'entre eux avaient fait le déplacement hier à Washington. Et tous, Alexis de la Fontaine, ont mesuré l'importance de ce sommet. Oui, cette journée marquera un tournant dans le conflit ukrainien, affirme Emmanuel Macron à la sortie de la Maison-Blanche. Pendant plus de 2 heures, Européens, Américains et Ukrainiens ont abordé les questions militaires, territoriales et sécuritaires, mais aussi le rôle de l'OTAN et des alliés occidentaux pour garantir une paix durable. L'autre question majeure a été la sincérité de Vladimir Poutine. Et sur ce point, Donald Trump fait confiance au président russe. Le président Poutine a indiqué que la Russie acceptera les garanties de sécurité pour l'Ukraine. C'était un point capital pour nous et maintenant nous allons en parler à nouveau pour savoir qui fait quoi. Je suis optimiste à l'idée qu'ensemble on puisse aboutir à un accord qui empêchera une future agression de l'Ukraine. De son côté, Emmanuel Macron reste méfiant vis-à-vis de Vladimir Poutine. Les engagements de non-agression de la Russie ne valent rien. Elle l'a écrit, elle l'a signé, elle l'a ratifié en 2004, elle a fait le contraire 10 ans plus tard. Donc là, les Ukrainiens, ils ont besoin, pas de déclaration de principe, ils ont besoin de substance. Pour obtenir ces garanties, les réunions vont s'enchaîner dans les prochains jours. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine devraient se rencontrer prochainement, avant une trilatérale avec Donald Trump d'ici la fin du mois, et certainement un dernier sommet quadrilatéral avec les dirigeants européens. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1 a noté la mise en garde d'Emmanuel Macron. Si les négociations n'aboutissent pas, le chef de l'État réclamera une hausse des sanctions contre Moscou. Un nouvel espoir de libération des otages à Gaza. Les terroristes du Hamas annoncent avoir accepté une nouvelle proposition de trêve formulée par les médiateurs égyptiens et qataris. La balle est désormais dans le camp israélien, a déclaré le directeur des services de renseignement du Caire. La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà prévenu qu'il n'accepterait qu'un accord dans lequel tous les otages seront libérés d'un seul coup et selon ses conditions pour mettre fin à la guerre. Il est 8h03, vous écoutez Europe 1 matin. C'est une affaire qu'on croirait sortie d'un film sur la mafia italienne à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Les intimidations des trafiquants de drogue ont poussé un commerçant à l'exil. Exemple clair de la décomplexion du grand banditisme en France. Les menaces et tentatives d'extorsion exercées par le cartel de la DZ Mafia contre ce patron d'une épicerie étaient telles qu'il a été contraint de partir, se réfugier à l'étranger, car il n'avait plus nulle part où se mettre à l'abri. Son commerce, mais aussi son domicile ont été pris pour cible cet été. Stéphane Burgat. Oui, en raison d'une prétendue dette contractée auprès d'hommes se revendiquant de l'organisation mafieuse marseillaise, des hommes au visage en partie caché par des masques chirurgicaux qui vont dans un premier temps se rendre dans l'épicerie, frappant l'employé d'un coup de crosse d'arme à feu et demandant à parler au propriétaire qui est absent. À ce moment-là, les malfaiteurs exigent une somme en liquide et nouveau coup de pression émis dès le lendemain, cette fois-ci devant le domicile du commerçant où ils ouvrent le feu. Une balle terminera sa course dans la salle de bain et c'est après ce raid que le parquet d'Aix-en-Provence aurait ouvert une enquête pour extorsion en bande organisée. Mais pas de quoi arrêter les racketteurs qui enverront un de leurs hommes à nouveau dans l'épicerie pour exiger que leurs victimes les prennent au sérieux. Victimes qui auraient depuis pris la fuite à l'étranger selon les informations du Figaro, le temps que les enquêteurs arrivent enfin à identifier ces maîtres chanteurs. Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1 dans les Bouches-du-Rhône. À Nîmes, le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans est prolongé pour 2 semaines. Imposé depuis le 21 juillet dernier entre 21h et 6h du matin, il vise, selon la municipalité, à protéger les mineurs, éviter qu'ils ne soient exposés aux violences en cours et contenir les tensions, alors qu'une série de fusillades et règlements de compte ont marqué la ville ces derniers mois. Marion nous le disait, la canicule est finie, les pluies parfois orageuses reviennent dans le sud-est. Est-ce que ça suffira à enrayer la sécheresse qui touche 78 départements de l'Hexagone, soit 2 fois plus que l'an dernier à la même période? Dans l'Aveyron, où un feu de forêt a dévoré 25 hectares de végétation ce week-end, les arrêtés de restriction d'eau
d'eau se multiplient car les cours d'eau ne suffisent plus à alimenter les communes en eau potable et ce sont parfois des camions-citernes qui doivent être dépêchés pendant l'été. Reportage de la correspondante d'Europe 1 en Occitanie, Margot Bongrand. Plus de 3000 foyers sont raccordés à l'eau courante grâce au débit de la rivière Le Cynique. 10 000 l'été avec les nombreux touristes présents dans la région. Mais depuis plusieurs années, le cours d'eau ne suffit plus, explique Jean Valadier, président de la communauté des communes. Pour approvisionner les 1500 mètres cubes dont nous avons besoin chaque jour, nous apportons 600 mètres cubes par camion. Si nous n'avions pas cet apport, les habitants ne pourraient pas bénéficier d'eau courante au robinet de manière libre telle qu'ils le font aujourd'hui. Plusieurs mesures de restriction sont mises en place. Cette situation de crise se répète chaque été. Sur les 4 dernières années, nous sommes à la 3e période d'approvisionnement par camion. Et évidemment, si la situation dure, nous sommes inquiets. Nous disions que le Massif central était un château d'eau et finalement, les ressources du Massif central sont des ressources de surface. Ce cours d'eau, notamment, était approvisionné par les neiges du plan du Cantal qui, désormais, dès le mois de mars-avril, ont totalement fondu. L'idée que le cours d'eau puisse se tarir n'est plus écartée et le manque de neige ne permet plus d'assurer ce débit régulier du ruisseau tel qu'il était il y a quelques années. Une solution pérenne de pompage d'eau sur un lac hydroélectrique devrait voir le jour d'ici 2 ans. Margot Bongrand, le dérèglement climatique qui fait par ailleurs débuter les vendanges plus tôt que jamais en Alsace. La récolte du crément débute aujourd'hui. L'an dernier, elle s'était ouverte le 29 août. C'est aussi aujourd'hui qu'est versée l'allocation de rentrée scolaire. 3 millions de familles vont toucher entre 423 et 462 euros par enfant selon leur classe d'âge. Et même si le panier moyen de la rentrée scolaire est en baisse de plus de 5% selon Famille de France, ces montants sont insuffisants pour Najat Bellassem, présidente de la FCPE du Val-de-Marne. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin à 7h10, interview à retrouver sur europe1.fr. Jamais déménagement n'avait été si suivi, si commenté au Royaume-Uni. C'est même le sujet numéro 1 de l'actualité. Oui, le prince William, son épouse Kate et leurs petits George, Charlotte et Louis changent d'adresse. Objectif, selon la presse britannique, débuter un nouveau chapitre après les problèmes de santé de la princesse de Galles. La correspondance à Londres de Sarah Menahi. Dans les journaux britanniques cette semaine, le sujet volerait presque la vedette à Donald Trump. Le prince William et sa famille ne déménagent pourtant qu'à 5 km de leur résidence actuelle. Ils restent au sein du domaine du château de Windsor. Le futur roi d'Angleterre et son épouse Catherine auraient choisi de s'installer au Forest Lodge, un manoir du XVIIIe siècle. La famille voudrait écrire un nouveau chapitre de son histoire, tourner surtout la page du cancer de Kate, elle qui est aujourd'hui en rémission. Leur nouvelle demeure est estimée à 18 millions d'euros. Le couple va la louer et ainsi débourser près de 17 000 euros par mois pour y résider. La famille royale a annoncé que cela ne coûtera rien aux contribuables britanniques. Et si le couple compte s'y installer durablement, la prochaine adresse probable de la famille pourrait alors bien être Buckingham Palace, lorsque William prendra la succession de son père Charles III sur le trône d'Angleterre. Londres, Sarah Menahi, Europe 1. Menahi. Merci Fanny Marceau, votre journal de 8h à 8h08.